Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et j'ai une nouvelle fois le plaisir de pouvoir discuter avec Daniel Warin qui évidemment se trouve en pleine préparation du combat de son poulain, Benoît Saint-Denis, puisque vous le savez toutes et tous, Benoît va affronter Dustin Poirier. Ça se passe en Europe en tout cas le dimanche 10 mars, ce sera le samedi 9 mars aux États-Unis en co-main event de l'UFC 299 qui va se faire à Miami. Salut Daniel, comment tu vas? Bah écoute, tout va bien, on est en vie, donc ça va, quoi. Le travail continue, hein. Le travail continue et Dieu sait à quel point tu en as du travail puisque comme je le disais tu prépares notamment le combat de Benoît Saint-Denis contre Dustin. La première question que j'ai envie de te poser Daniel, c'est de savoir si on t'avait dit, imaginons à la signature de Benoît à l'UFC qu'il allait affronter Dustin un peu plus de 2 ans après ses débuts, est-ce que tu y aurais cru? Bah non, pas du tout. Puis même déjà de signer à l'UFC, pour dire la vérité. Mhm. Quand j'ai commencé avec Benoît, j'ai jamais pensé, en fait, je dirais même avec tous mes fighters. Quand on commence, c'était juste l'idée, c'était en fait de moi, mon idée à moi, hein, c'était de rentrer encore un peu dans la compétition, visiter un peu l'Europe parce que j'avais pas trop visité l'Europe. Donc je me suis dit, je vais créer une petite équipe de combattants, on va se balader. En plus, c'est un kiff. J'aime bien la compétition. Et en fait, de fil en aiguille, on est là, on signe à l'UFC, et là, on est à Comel Event avec Poirier. La vie est incroyable, en fait. En fait, rien n'était prévu, hein, Mhm. rien du tout. Ouais, la vie peut réserver de très belles surprises parfois. D'ailleurs, même lors de la détection que tu as organisée, Benoît Saint-Denis, il est passé à l'arrache, hein, si mes souvenirs sont bons. Ben, exactement, en fait, on devait en sélectionner quatre, donc j'en ai sélectionné quatre, mais quand même, lui, il m'a tapé à l'œil. Et ce qui est marrant dans cette histoire, c'est un détail que j'avais oublié de raconter, c'est qu'à l'époque, donc il y a Chris Savoca, son prof de Jiu-Jitsu, justement, qui l'avait envoyé à Paris. On avait un bon pote en commun qui s'appelle Karim, Mhm. qui est un prof de Jiu-Jitsu à Nice. On l'appelle Karim de Nice. Et il lui avait parlé de Benoît à Karim pour que Karim m'en parle en Mhm. fait. Il me dit, ouais, il y a un gars là-bas, tu vas voir, Benoît. Sauf que moi, en fait, Karim m'en a parlé, mais j'ai complètement zappé le jour de la sélection. Ah ouais, franchement, j'ai carrément oublié, mais je l'ai repéré quand même. C'est-à-dire Ouais. que je l'ai repéré, et après, donc, c'était le cinquième, on va dire le cinquième élément, quoi. Je Mhm. ne sais pas si c'est ainsi, mais c'est le cinquième élément. Et en fait, après, je l'ai repéré. Et quand je l'ai appelé, je me rappelle, il m'a dit qu'il était de Bayonne. Et ça, je n'avais pas oublié la ville d'où il venait. Et j'ai dit, putain, c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, il m'a tapé à l'œil et on l'a pris en plus. À l'époque, je lui ai dit, bon, écoute, tu termines ton contrat avec l'armée et tu viens nous rejoindre. Tu es le cinquième, on te prend dans l'équipe. En fait, c'est fou, c'est un concours de circonstances. Je sais pas si tu crois, toi, au destin, au mektoub, comme on dit chez nous, mais c'est clairement le destin, en vérité, Daniel. Ben, c'est comme tu as dit, c'est le mec tout. Hein. C'est incroyable. C'est vrai parce que, en fait, en plus, moi, ce qui m'a marqué, c'est que bon, je l'ai vu solide et j'ai aimé son humilité, quoi. C'est-à-dire l'humilité qu'il avait. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à se la jouer. Il est resté dans son coin, poli, il est parti normalement. Donc, moi, j'aime bien les gens avec de l'humilité, donc ça m'a touché. Je me suis dit, lui, il m'a l'air pas mal. Voilà, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et après, attention, hein, il y a le gros travail aussi avec Guillaume Pelletier. Il a eu quand même des épreuves difficiles, hein, le Benoît. Hein. C'est-à-dire Mhm. qu'il a fait quand même des guerres. Déjà, son deuxième combat contre le Polonais, là, Arthur, Mhm. c'était super dur. C'est là qu'on a vu que vraiment, il y avait quelque chose à faire. Ouais, parce qu'on a tendance pardon, à l'oublier. J'en parlais avec toi, Daniel, lors de notre dernière interview, mais même le début d'année 2023 de Benoît, il est compliqué. Il se blesse, si mes souvenirs sont bons, c'était à la cheville, il passe par une opération. Donc il a commencé sa saison 2023 assez tardivement. Premier combat à l'UFC est donc contre Eliseu Zaleski dos Santos. Non seulement c'est un short notice chez les poids welter, et au final on apprendra que Eliseu était dopé. C'est sa première défaite et son unique défaite pour l'instant en carrière. Donc le travail que vous avez accompli, il est phénoménal en fait. Ben, en fait, c'était super dur. On est rentré dans le dur. Hein. Parce que c'est vrai que le premier combat qu'il prend contre Elisée dos Santos, quand j'ai vu le gars, je savais que ça allait être très dur. Hein. Moi, je suis toujours positif. Hein. On y allait pour gagner, quoi qu'il arrive. Mais bon, je me suis dit, bon, déjà, c'est pas la KT. Et puis, en Mhm. plus, ils n'ont pas filé un mec facile. Et Ouais. en plus, ce qui est marrant chez Elisée dos Santos, il faut savoir que, en fait, son manager, qui est Thiago, un Brésilien, qui a été manager d'Ngannou, de Lebou, tout ça, un Brésilien assez connu, hein, d'ailleurs, qui a beaucoup de combattants à l'UFC, qui avait d'ailleurs Johanna, la championne de l'UFC, Ok. avec qui j'avais fait le tough. Et à Mhm. l'époque, je lui avais parlé de Benoît. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que c'est un gars qui est. Et il m'a dit, ouais, c'est possible et tout, il est vraiment solide. Et en fait, ce manager, il m'avait dit quand l'UFC a proposé Benoît à l'UFC, en fait, Mhm. ils avaient deux choix.
Il y avait Benoît, un autre gars. Ouais. Et en fait, comme il me connaissait, et il savait que je voulais mettre absolument Benoît à l'UFC, il a choisi mon gars, Thiago. Donc en fait, Ok. tout est lié, quoi. Je veux dire, voilà, ouais, le destin est bien fait, quoi. Je veux dire, et c'est incroyable. Mais ceci dit, c'était très dur, hein. Ça a été un passage assez difficile. Parce que même pour Benoît, il y a quand même eu beaucoup de dégâts. Après, on a Mhm. vu que, bon, que le gars a été dopé. Mais bon, quand même, c'est ce qui a fait connaître Benoît, hein, quelque part. C'est comment dire, un mal pour un bien. Ouais, parce que même je pense que c'est Dustin et Justin Gaethje, quand ils parlent de Benoît, ils parlent de ce combat contre Eliseo Zaleski dos Santos et ils disent voilà, le mec est un guerrier, il a jamais reculé malgré tous les coups qu'il s'est pris. Et pour revenir justement à ce prochain combat, j'aimerais savoir, Daniel, à la base, vous partiez plus pour affronter quelqu'un comme Binil Dariush ou peut-être même quelqu'un comme Dan Hooker plutôt que Dustin. Ouais, en fait, Guillaume, il avait ça dans ses petits papiers, hein. C'est-à-dire que il avait déjà parlé aussi de Poirier, mais bon, sans y croire vraiment. Mais bon, on lance des noms, hein. Mais c'est vrai que Guillaume m'avait dit que ouais, c'était plus ouais, les Darius, les Gamrot, Poirier peut-être. Mais bon, de là que ça soit accepté, voilà, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable, moi quand j'ai appris la nouvelle, j'étais vraiment très content. C'était une très bonne surprise qui a été accueillie comme une surprise par le public français. Où est-ce que tu classes ce combat parmi les plus importants dans l'histoire du MMA français? Je dirais que c'est quand même bon, c'est quand même un peu en dessous Gann contre John John puisque c'était la ceinture quand même, hein. La ceinture c'est le Graal, mais ça reste ouais, c'est vraiment le combat, voilà en dessous Gann John, moi je pense, hein, à mon point de vue quoi. Mhm. Ouais, ouais, clairement, non. Franchement, dans le top 5 des combats les plus importants de l'histoire du MMA français, sans aucune contestation possible, et d'autant plus que Dustin, il est classé actuellement numéro 3 chez poids léger, il a remporté la ceinture intérimaire, il a chuté 2 fois pour le titre, c'est vrai, mais contre les GOAT absolus de la division, ce qui sont Khabib et Charles Oliveira. On sait qu'il a battu des légendes, McGregor, Holloway, Alvarez et j'en passe. Tu dirais que c'est l'un des meilleurs 70 de l'histoire de l'UFC, en l'occurrence de l'histoire du MMA? Oui, bah oui, bah oui. De toute façon, déjà, c'est la KT la plus dure. Oui, c'est Ouais. l'un des meilleurs, hein. C'est clair. Le gars, il a rencontré les meilleurs combattants. Voilà, ça reste, c'est un champion, hein. Même s'il est bon, voilà, a été champion intérimaire, voilà, on sait comment la KT fournit, les gars qu'il a pris. Nous, on le prend vraiment au sérieux ce combat. Pour nous, il n'y a pas de favori, hein. On n'est pas là, favori. Ça, on s'en fout. On sait que ça va être une guerre. On sait que ça va être un combat très compliqué. Mais c'est ce qui nous excite, en fait, hein. Moi, honnêtement, moi, j'adore ces défis. Dans ma carrière, je suis passé par des défis incroyables, honnêtement, dans des terrains hostiles. Donc, moi, j'adore ça. Franchement, on va dire, c'est le défi ultime, quoi. Prendre Poirier chez lui, quoi. Il n'y a pas mieux, en fait. C'est ça, un peu à l'image de votre précédent combat. Benoît a battu Matt Frevola chez lui à New York. Donc là, l'objectif, c'est de battre Dustin Poirier chez lui à Miami. Ouais, de toute façon, la cage, c'est la même. Mhm. Le mec en face, il a 2 bras, 2 jambes. Le chemin du vestiaire à la cage, c'est à peu près les mêmes nombres de pas. Donc, on va y arriver. Et dedans, ça va être les techniques qu'on retrouve en MMA. Donc, on est chez nous, hein. Je veux dire, voilà, quoi. Après, il faut faire abstraction. Et puis voilà, c'est parti, hein. Ouais, c'est clair. Et puis, tu parlais de favoris dans ton esprit. Il n'y a pas vraiment de favoris, mais j'allais quand même te poser la question parce que, d'après les pronostiqueurs, en fait, Benoît Saint-Denis est le grand favori face à Dustin. Bon, je pense que ça s'explique aussi parce que, lors de son précédent combat, Dustin Poirier s'est incliné par KO contre Justin Gaethje pour la ceinture BMF. J'imagine que ça t'importe peu et t'es pas forcément d'accord avec les pronostiqueurs. Ah oui, non, non, pas du tout. Bah, on a vu contre Bonfi, Mhm. les pronostiqueurs, les bookmakers. Non, non, moi, j'y crois pas du tout. C'est un gars très dangereux. Il a beaucoup plus d'expérience que Benoît. Et c'est pas un mec voilà, il a 34 ans, mais voilà, quoi. Il va tout mettre, hein. En tout cas, on remercie Dana White et Poirier d'avoir accepté ce fight parce qu'en fait, quelque part, c'est une grosse opportunité pour nous, hein. Mhm. Pas spécialement pour lui. Lui, il a rien à prouver, hein. Mhm. Mais pour nous, franchement, c'est la cerise sur le gâteau, hein. Mhm. Une défaite, ça fait jamais plaisir, mais est-ce que tu dirais que Benoît a en quelque sorte pas grand-chose à perdre dans ce combat et au contraire tout à y gagner? Bah, exactement, on n'a rien à perdre. Exactement. Je veux dire, de toute façon, Benoît, il a toujours voulu rencontrer les tops. Donc Mhm. là, il est content. Là, il a le sourire.
le sourire aux lèvres quand il va s'entraîner, il va aller au fight, voilà, heureux, quoi. Heureux d'essayer de montrer au monde, justement, Ouais. qu'il est à l'UFC, il est pas venu en touriste à l'UFC, il est venu Mhm. pour marquer l'histoire du MMA français à l'international. Et je pense que c'est important hein, pour le MMA français, ce combat, c'est incroyable ce qui se passe. Hein. On a des Cyril Gann, on a des Manon qui sont au top. Là, maintenant, on a Benoît qui arrive au top. Donc là, vraiment, c'est magnifique. Ah, c'est juste incroyable la période qu'on est en train de vivre. Pour l'instant, Daniel, avec Benoît et avec Guillaume, vous vous trouvez en Bulgarie. Vous en êtes où au niveau de la préparation et comment est-ce qu'elle se passe? Bah, la prépa, elle se passe très bien. Donc la Bulgarie, pourquoi la Bulgarie? Parce que on a l'habitude de venir souvent en Bulgarie, il y a du bon matériel humain, c'est pas loin de la France, le décalage horaire, c'est d'une heure, c'est pas très cher, les locaux sont sympas, et Guillaume Petit est sur place pour tout organiser. Et voilà, quoi, il nous trouve toujours des gars pour tourner. Donc franchement, c'est très bien. Et en plus, on s'isole un peu, on sort un Mhm. peu de Bayonne aussi. Benoît devient très très populaire, donc encore ça va, mais des fois, ça peut être compliqué, alors que là, bon, on est tranquille, on est incognito. Et non, tout se passe bien. Là, on est à peu près, ouais, il reste encore 2 semaines, c'est-à-dire on va finir la semaine prochaine jusqu'au 23. Après, on refait une semaine à Bayonne et après, on part à Miami. Tu es un entraîneur avec une expérience énorme du très haut niveau et justement tu parlais du fait qu'aujourd'hui Benoît il a explosé en termes de popularité. Comment est-ce qu'en tant que coach tu gères ça? Là, c'est difficile à gérer parce que moi, déjà, j'habite pas avec Benoît. Mhm. Euh, donc, je sais qu'il est sollicité énormément, surtout que maintenant, aujourd'hui, avec les réseaux, tu peux entrer en contact avec n'importe qui au bout du monde. Donc, c'est sûr qu'il est sollicité. Et donc, c'est à lui de justement, des fois, de se déconnecter. Il y a sa femme Laura qui gère aussi. Mais plus ça va aller dans le temps, je pense que Mhm. plus ça va être compliqué. À un moment, il faudra qu'il soit épaulé justement pour ça, parce que c'est vrai que surtout l'UFC, le MMA, surtout l'UFC, c'est une machine de guerre, quoi. Ouais. Les combats, ils sont vus dans le monde entier. Il y a une répercussion incroyable. Donc, c'est vrai que plus il va devenir populaire, surtout en France, plus ça va être compliqué. Mais ça fait partie du jeu. Hein. Voilà, voilà, si ça devient une superstar, c'est déjà une star en France. Hein, parce que bon, le MMA, c'est neuf, il commence à être connu à l'international. Si tu as Poirier, bah, ça va exploser. Hein. Ah mais clairement, et franchement c'est ce que je vous souhaite. Et pour revenir au combat, Daniel, tu es sûrement au courant, mais enfin, visiblement c'est Dustin qui a insisté véritablement pour que ça se fasse sur 5 rounds, ce qui veut dire que ce sera le premier 5 rounds de Benoît à l'UFC en tout cas. Qu'est-ce que ça change pour toi? Qu'est-ce que ça change pour vous au niveau de la préparation? Est-ce que vous y prenez différemment? En fait, c'est la même préparation, pardon, mais un peu plus longue, hein, Ok. un peu plus longue, bien sûr. Et là, c'est vrai qu'il faut. Et je ne vais pas dire qu'on va gérer le combat, parce que Benoît, il n'est pas dans la gestion. Mhm. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus dénaturer Benoît. Benoît, il a un style, il faut qu'il garde son style. En fait, maintenant, là où il faut faire attention, moi, je pense à Poirier, c'est que Poirier, il a un très gros cardio striking. C'est-à-dire que il peut faire 25 minutes à fond en pied-point, il ne fatigue pas, on l'a vu contre Connor. Hein. Ouais. Il encaisse et il débite énormément. Maintenant, Mhm. il y a d'autres phases qu'on a vues en lui où justement, il n'encaisse pas pareil, physiquement, je parle. Donc, et même techniquement. Donc, on va aller à chercher la faille. On va le voir hein, le jour J. Et on a déjà notre petite idée, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on sait que c'est un gars qui encaisse beaucoup. Il ne faut pas se cramer à vouloir le taper, à vouloir le finir debout, sachant que c'est un gars qui a beaucoup de débit. Je me Mhm. rappelle le premier combat contre Connor, où Connor dominait. Hein. Et Ouais. à un moment, Connor, il perd. C'est pas parce qu'il est spécialement touché, c'est parce qu'il est cramé. Ouais. Il a mis trop de coups. L'autre a encaissé et après, il a accéléré. Mhm. Donc, ouais, ouais, ça va être un sacré fight. Moi, je tiens pas compte du dernier combat. Il a pris un KO, voilà. Donc, non, c'est un gars qui encaisse quand même. Hein. Il tombe pas facilement et je pense pas qu'il va tomber facilement. Maintenant, il y a d'autres façons de le battre. Vraiment super intéressant. Tu me hype encore plus que ce que je suis. J'ai vu que Saladin Parnasse était passé vous donner un petit coup de main, on va dire, à Bayonne. Je l'ai vu tourner avec Benoît. Franchement, les images étaient très impressionnantes. À part Saladin, quels autres sparring partners vous avez choisi pour le camp? En fait, Saladin, il est venu nous voir une journée. Il est venu avec Stéphane Hatch. On remercie aussi son entraîneur Arnaud Templier. Déjà, c'était un honneur pour nous. Hein. Il se déplace, ça fait super plaisir. C'est vrai que c'est un combattant de haut niveau, hein, très solide, gros cardio, gros suite, vraiment une star du MMA français. Hein. C'est une fierté. Et sinon, non, on a des combattants de Bordeaux, un peu de partout en fait. Hein. On a eu, bon, il y a mes combattants, Romain, Mathieu, pas mal de gars. Hein. En fait, les gens ils viennent un peu de partout.
on essaie d'utiliser, comment dire, les qualités de chacun. Par exemple, si on a un mec qui est très fort en lutte, on le met avec Benoît. L'autre, s'il est très fort plus au striking, aussi on le met avec Benoît. On essaie de faire un peu comme un chef de cuisine, quoi. J'utilise les gars, des ingrédients pour compliquer Benoît. Ça se passe bien, hein. On a toujours du monde, un peu comme en Bulgarie, hein. Ça tourne. Là, en ce moment, en Bulgarie, on a Elias Giroud. On a des combattants solides, hein, qui sont venus. Donc, je crois qu'il y a Abou Tankara qui vient la semaine prochaine. Il y a Paul, il y a Gaëtan. On a un tas de. Franchement, on peut pas se plaindre au niveau matériel humain. Franchement, c'est top. Et je veux dire, t'es pas obligé, même pour un combat de très haut niveau, t'es pas obligé aussi d'avoir des sparring de très haut niveau. Souvent, je vois des publicités, on voit même dans des articles, Poirier s'entraîner avec un tel. Mais en fait, nous, on s'en fout. Tu peux t'entraîner avec qui tu veux, même avec Mike Tyson. Ça va rien changer. Benoît, il va arriver, il va vouloir te casser la bouche quand il arrive. Donc, ce que je veux dire par là, des fois, il y a des sparring qui sont très bons en sparring. Et des fois, il y a des champions qui ne sont pas bons en sparring. Souvent, un sparring partner, c'est quelqu'un qui donne du cœur. Et il ne faut pas oublier que quand tu es champion, quand tu as pas mal bourlingué, tu n'as pas envie de faire trop le sparring de l'autre, en fait. Tu as, plutôt envie qu'on t'envoie les sparring. Donc, c'est pour ça, c'est bien de mettre des fois des jeunes qui ont les crocs et qui vont faire travailler le combattant. Et c'est ce qui se passe en Bulgarie. C'est pour ça que le camp est dur. Parce que les gars, ils mettent leur cœur. Il y a Benoît Saint-Denis en face. Ils se disent, je vais prouver moi aussi. Et ils mettent, voilà, quoi, ils mettent de la pression. Et c'est ça. Moi, ça me plaît en tant qu'entraîneur parce que ça travaille. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas d'excuses, on y va, quoi. On sent tout ton métier et tu as totalement raison parce que c'est vrai que nous, public, on va dire, quand on voit Dustin Poirier travailler avec quelqu'un comme Mateusz Gamrot, qui est aussi l'un des top poids légers à l'UFC, on se dit, oulala, c'est chaud, mais tu as totalement raison dans ce que tu dis. Le sparring partner ne fait pas tout en quelque sorte. Ben, c'est clair, moi je me rappelle d'Anderson Silva, à l'époque il tournait avec des gars, mais c'était incroyable. Il y avait des gars, il servait qu'à prendre des coups en fait. Et Ouais. lui, ça lui permettait de développer son jeu. Mais des trucs incroyables, des mecs même qui étaient tout petits, qui n'étaient même pas de la même caté. Mhm. Donc, et ça ne l'empêchait pas de performer. Et j'en ai vu plein. Avec Machida, j'avais préparé un combat pour Tito Ortiz. C'était Ouais. dans le nord du Brésil. Et le gars avec qui s'entraînait, on avait trouvé que ça dans le coin à l'époque. Il s'appelait Trator et il combattait à l'UFC. C'était un gars tout petit. Tu vois, donc c'est pour te dire, tu vois. Et même on en parlait avec l'autre. En fait, non, on s'adapte. Je veux dire, voilà quoi. Après, le combat, c'est autre chose, hein. Ouais. Mais mais par contre, il mettait du cœur. Il Mhm. faisait travailler le gars, il le poussait à bout, quoi. Donc non, après voilà, chacun voit midi à sa porte, hein. Vous ne Ouais. laissez pas influencer justement par ces belles images. Ah, ils sont Ouais. entraînés avec un tel. C'est pas parce que tu t'entraînes avec Mike Tyson que tu es Mike Tyson, hein, d'accord? Non, c'est clair et net. Mais c'est très bien que tu le précises, ça nous rassure aussi en quelque sorte. Et l'autre chose sur laquelle j'avais envie de revenir avec toi, Daniel, c'est le fameux épisode, c'était quoi, il y a quelques semaines, où Dustin annonce que le combat contre Benoît Saint-Denis est annulé. Donc on a tous stressé, j'ai eu des sueurs froides, hein, je dois être honnête avec toi, Daniel. Heureusement, finalement, Dustin a dit que c'était juste un problème de communication avec son agent ou ses agents. Comment est-ce que tu as réagi, toi, quand tu as vu Dustin annoncer que le combat était annulé? Ah ben, moi, comme tout le monde, hein, j'ai reçu la nouvelle par WhatsApp. J'en ai discuté avec Guillaume. Guillaume m'a dit non, faut pas s'alarmer. Non, non, le combat, il va se faire, il n'y a aucun problème. Donc voilà, on savait que non, en fait, ouais, c'est juste un petit problème comme ça, logistique. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais en fait, je pense que c'est bien dans le sens où ça a remotivé les troupes pour le combat. Ça a redonné l'envie voilà, de voir ce combat. Il y a eu une déception. C'est émotionnel, c'est l'ascenseur Ouais, émotionnel. ouais. Déception, mince, ah, bam, c'est reparti. Et là, ça remotive les troupes. Donc, je sais pas, c'était peut-être stratégique, c'était peut-être pour l'argent, j'en sais rien ce qui s'est passé. Mais en tout cas, le combat est maintenu, c'est essentiel. Ouais, c'est l'essentiel. Guillaume, pour tout te dire, je lui avais posé la question, il m'avait dit que c'était peut-être une stratégie de la part de Dustin pour renégocier les conditions du combat à la hausse. J'ai même entendu dire d'ailleurs Benoît chez Ariel Elwani que voilà, Benoît n'a pas autant de métier que Dustin Poirier. C'est un métier, hein, clairement. Peut-être qu'il a joué enfin, il a voulu mettre en quelque sorte la pression sur l'UFC. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, c'est possible, hein, et puis bon, il n'a pas tort. Il est en fin de carrière, il a déjà prouvé. À quoi il a le droit à son dû, hein. Je veux dire, moi, il n'y a aucun problème. Je veux dire, s'il veut négocier, il a tout à fait raison, hein. Je veux dire, il mérite. Il mérite. Donc après, c'est lui, hein, il n'y a pas de souci pour moi. On va revenir plutôt sur l'aspect sportif de ce combat. Je te le disais tout à l'heure,
Dustin est considéré comme l'un des meilleurs poids légers à l'UFC. C'est aussi considéré comme l'un des meilleurs boxeurs à l'UFC. Il est gaucher, il a un gros volume comme tu l'as dit tout à l'heure. Il devrait aussi peser plus de 80 kilos à mon avis le soir du combat. Est-ce que tu dirais Daniel qu'éviter les échanges debout et tenter d'amener le combat au sol, c'est peut-être le chemin le plus facile entre guillemets vers la victoire pour Benoît? C'est possible, mais d'abord, le combat, il commence debout. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des échanges. Le ramener au sol, c'est pas si facile que ça, parce que ça reste un combattant de MMA. Il sait défendre la lutte. Il a un bon sol. C'est une ceinture noire de BJJ. Donc, non, en fait, il va falloir d'abord le striker et voir ce qui passe. En fait, quand il rentre dans la cage, Benoît, il va falloir qu'il le sente. Alors, sent comment, parce qu'il n'y a que lui qui peut sentir. Il y a le feeling du combat. Donc, on va le striker quoi qu'il arrive. Parce que, en fait, ça reste du MMA, c'est pas de l'anglaise. Et Benoît, il a quand même beaucoup d'armes en striking. C'est-à-dire qu'il a les kicks, on a les genoux, on a les coudes. Nous, on arrive en mode Muay Thai, on n'arrive pas en anglaise. Hein. Et normalement, sur le papier, le Muay Thai gagne de l'anglaise. Mais bon, maintenant, il faut voir. Quoi. Mais l'idée, c'est que Benoît a beaucoup plus d'armes debout que Poirier. Ouais, bah, d'ailleurs, j'ai entendu Guillaume Pelletier le dire, je crois que c'était une interview accordée à No Sense TV, dans le sens où tu as vraiment imprégné ta patte Muay Thai chez Benoît Saint-Denis. Et aujourd'hui, à l'heure où on parle, il est vraiment très dangereux. Il a parfaitement intégré tes leçons en quelque sorte au niveau de son Muay Thai. Ben oui, parce qu'en fait, ça met du temps. Quand tu entraînes un combattant de MMA, c'est pas un combattant de pied-point. Donc, en fait, il y a tellement de choses à apprendre que tu y vas par étapes. Tu peux pas passer énormément de techniques à un combattant, je parle debout, s'il n'a Mhm. pas acquéri les fondamentaux. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'il ait bien compris tous les fondamentaux pour commencer à lui mettre des techniques en plus. Et ça met du temps. Parce que c'est du MMA et Benoît, comme je l'ai pris de zéro, il est monté par étapes. Et Mhm. là, maintenant, comme son pied-point il devient de mieux en mieux, son anglaise, tout ça, là, je commence à mettre plus de techniques, des feintes et des trucs un peu plus difficiles. Parce Mhm. qu'il il va pouvoir les assimiler. Parce que sinon, c'est trop d'informations et après, les combattants, ils se perdent. Et après, surtout, il faut pouvoir les adapter au MMA. Parce que Mhm. c'est pas fait. Aussi, l'idée, c'est qu'il puisse, dans ses techniques, se retrouver dans ce qu'il veut faire, la lutte. Tout est lié, en fait. Hein. Tout ce qu'on fait, tout est lié en MMA. En fait, tout le striking qu'on met en place, c'est un rapport avec le MMA, en fait. Ouais, c'est pas du Muay Thai, c'est du Muay Thai pour le MMA. Voilà, exactement, exactement. Bah, Est-ce que déjà, les toi... déplacements hein, sont Ouais. différents, la distance, ouais, bien sûr. Ouais, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il continue de t'impressionner aux entraînements? Je sais pas, est-ce que tu as assisté à une scène récemment là pendant ces entraînements et tu te dis ah ouais, c'est quand même un sacré garçon ce Benoît Saint-Denis. Oui, des fois, sur le plan technique, des fois, je vois en pied-point, il sort des trucs, des fois, c'est improbable comme ça, un truc qui sort, tu te dis merde, ah ouais, tu l'as pas vu venir. Et tu te dis que si le gars ne le voit pas venir, il va tomber, il va tomber. Hein. Parce que des fois, il fait des trucs à l'instinct comme ça, et ça marche. Parce qu'en fait, il l'a intégré, quoi. Donc, Mhm. à force de. En fait, nous, on travaille beaucoup en drill. Hein. On travaille beaucoup en drill pour créer les automatismes. Et ça fonctionne, quoi. Donc, mais bon, il s'entraîne dur, hein, donc il mérite aussi. Donc, ça fait. C'est beaucoup de sacrifices. Il faut savoir que, bon, je ne vais pas te l'apprendre, un combattant de MMA, c'est beaucoup de sacrifices. Donc, j'espère le meilleur pour lui, quoi. Ouais, clairement. Je te parlais du physique de Dustin tout à l'heure. Ça me vient à l'esprit. Peut-être que tu vas pouvoir nous en dire plus. Mais au niveau de son poids, Benoît, il en est où là pour l'instant? Bah, pour l'instant, il se maintient hein, toujours. Hein. Là, pour l'instant, il commence pas à côté. Hein. Là, pour l'instant, il doit être autour de ouais, 80, 80 Mhm. à peu près, dans ces eaux-là. Hein. Là, pour l'instant, on a encore le temps. Et dès qu'on va se rapprocher de l'échéance, il va commencer à perdre un petit peu, quoi, tranquillement. Quoi. Généralement, il cut à peu près 5 kilos. Donc, Ok. on va essayer de rester dans le même registre parce que, quand même 5 kilos, c'est beaucoup. Mhm. 5 litres d'eau, c'est énorme. Mais bon, comme il combat très tard, il a plus de temps de récupération. Ça, c'est important. Et il y a un petit peu moins de décalage que Las Vegas, c'est que 6 heures. Donc, ça va le faire. Quoi. L'idée pour vous, c'est d'avoir un Benoît Saint-Denis qui pèse aux alentours de 80 kilos pour faire face à un Dustin Poirier qui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, est vraiment un poids léger extrêmement massif. Le soir du combat, je veux dire 80 kilos, tu m'as compris. Bien sûr. Hein. Mais il sera à ce poids-là, à peu près. Hein. D'habitude, il est dans ces eaux-là. Hein. Ok. Et Benoît, ouais, Benoît, il reprend un rebond très haut. Ok, donc ça change pas grand-chose par rapport aux Non, autres. non, ça va être pareil. Hein. Ça va être pareil. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas une stratégie qui gagne. En cas de victoire
Daniel, en cas de victoire, tu dirais que c'est le title shot assuré pour le prochain combat de Benoît Saint-Denis. On sait que pour l'instant, il est numéro 11 dans la catégorie des poids légers, ce qui est déjà un exploit en soi, encore plus pour un Français, parce que la division des poids légers, c'est évidemment la division la plus relevée dans l'organisation. Mais là, s'il bat Dustin Poirier, en sachant que c'est un combattant très prestigieux et qui pour l'instant est classé numéro 3, tu penses que le title shot est plus proche que jamais? Ben, tout est possible avec l'UFC. Bon, maintenant, il faut passer Poirier. Ça va être ça la Ouais. difficulté. Ouais. Mais avec l'UFC, tout est possible, hein. En fait, Dana White, il fait ce qu'il veut, hein. S'il Mhm. sent que ça peut être intéressant pour lui et son show, il va le faire. Voilà, je veux dire, ben, la preuve, hein, il passe du 11 au 3. Ouais. Donc, non, non, tout est possible. Mais il faut passer, avant d'arriver là, il faut passer déjà une grosse pépite. Ouais, c'est clair et net. Et franchement, on sera au rendez-vous le 10 mars, je le rappelle. Il me reste encore quelques questions à te poser, Daniel, et merci beaucoup pour ton temps qui, je sais, est très précieux. Est-ce que tu as des nouvelles peut-être du prochain UFC Paris? Ça parlait du mois de septembre potentiellement. Est-ce qu'on vous a donné plus d'informations à ce niveau-là? Mais moi, j'ai aucune nouvelle et on m'avait dit aussi que par rapport aux Jeux Olympiques, je sais pas, Ouais. ça pouvait être perturbé, mais j'avais aucune idée. Là, pour l'instant, en fait, ouais, c'est plus Guillaume, hein, qui a ces infos, hein. Il est en direct avec les managers, direct avec le promoteur, tout ça. Donc, ouais, non, non, moi, franchement, aucune idée. Oh, moi, je cherche même pas en fait à savoir, Mhm. pour dire la vérité. Voilà, on me dit, ouais, tu vas combattre celui-là, je me concentre sur le truc et j'y vais. Ouais. Je suis pas là à regarder tout le temps ce qui se passe à l'UFC, hein, Ouais. pour dire la vérité. Il y a des combats, je regarde même pas, hein. Sauf des gars que je connais. J'aime bien regarder les combattants que je connais, Ouais. c'est tout. Mais, Ok, bah très bien. Bah écoute, très sincère et très honnête de ta part comme à ton image. J'ai encore deux autres questions à te poser qui ne concernent pas vraiment Benoît Saint-Denis, en tout cas pas son prochain combat contre Dustin Poirier, quoique. En France, on parle énormément d'un autre combat pour le mois de mars, hein, qui se passera le 7 mars, donc quelques jours avant Benoît Saint-Denis versus Dustin Poirier. Et ce combat, c'est Cédric Doumbé qui va affronter Baïsangour Shamsudinov. Moi, perso, j'ai le sentiment, et tu me diras ce que t'en penses, que ça éclipse un petit peu le combat de Benoît, en tout cas en France, parce qu'à l'international, il n'y a pas photo, hein. Benoît Saint-Denis vs Dustin Poirier. Sur le plan sportif, c'est très très largement au-dessus de Cédric Doumbé, Baïsangour Shamsudinov. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi aussi tu as le sentiment qu'en France, on parle plus de Cédric Doumbé versus Baki que du combat de Benoît? non, pas spécialement. Moi, je pense que c'est différent et moi, je trouve ça très bien, hein. Moi, en fait, l'engouement qu'il y a pour le MMA, moi, je trouve ça super positif. Et c'est vrai que Baki Doumbé, tout le monde a envie de le voir. Moi, je vais le voir, ce combat, hein. Ça, Ok. c'est sûr, c'est un combat qui m'excite. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que le manager de Cédric Doumbé, qui s'appelle David Fouché, il travaillait à Venom. Et c'est avec lui qu'on a monté justement ce projet de la Team Elite. C'est marrant, Ok. tout est lié en fait. Ouais, ouais, et c'est Ok. un gars vraiment super, hein, mais un gars très dynamique que j'adorais travailler avec lui. Et justement, on a monté ce projet à la Team Elite. Donc tout est lié. Et non, super content pour Doumbé et Baki. Ça va être un sacré fight. Je ne me prononce pas parce que franchement, j'ai des doutes. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais kiffer ce combat. Et c'est incroyable. Ils ont rempli la salle rapidement. Voilà, quoi, il va y avoir du monde, une grosse ambiance. Ça va être chaud patate, comme disait mon fils. Ah, ça va être chaud patate et on est gâté. 7 mars, Cédric Doumbé, Baïsangour Shamsudinov. 8 mars, Francis Ngannou contre Anthony Joshua. Et puis 10 mars, pour nous, les Européens, Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Tu parlais du fait que Cédric et Baki ont vendu énormément de places. Je me devais de te poser la question. Je pense que tu me vois venir à des kilomètres, Daniel. Mais il y a Cédric Doumbé qui a dit qu'il se sentait être le visage du MMA français. Benoît Saint-Denis, il n'est pas forcément d'accord avec ce que Cédric a dit. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce débat-là? Est-ce que pour toi, Cédric Doumbé est le visage du MMA en France? Ou au contraire, c'est quelqu'un d'autre comme Benoît Saint-Denis, par exemple, ou comme Cyril Gann? En fait, franchement, c'est un débat qui n'a pas de sens. Moi, je m'en fous. MMA français, visa. Et ça va changer quoi, en fait? Est-ce qu'il va Mhm. avoir plus de thunes dans son compte en banque? Arrêtez de vous prendre la tête avec. Tu sais, on dirait que c'est un concours. J'irai pas, bon, je dirais pas le mot, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Là, non, mais là, c'est juste de l'ego. On s'en fout. On s'en fout qui est le visage du MMA français. Les gars, faites-vous plaisir. Allez taper le gars en face, et c'est tout. Mhm. Faites briller le MMA français à l'international. Faites connaître le MMA au monde entier. Le MMA français, bien sûr, au monde entier. Voilà, c'est tout, quoi. Je veux dire, non, moi, je m'en fous. Franchement, aucun. Je veux dire, pour moi, c'est un débat, comment dire, puéril. Mhm. Puéril. Voilà, c'est ça le mot. Pardon. La voix de la sagesse. Merci beaucoup, Daniel. C'était un plaisir comme d'habitude. Est-ce que tu as peut-être un message à faire passer pour conclure cette interview?
Bah, je remercie tous les messages que je reçois, hein. J'essaie de répondre à tous les messages. Ça fait plaisir. On a beaucoup de gens qui sont avec nous pour le combat et on va essayer de représenter au mieux possible le MMA français à l'international. Moi, ce que je peux dire à tous les combattants français, ne vous sous-estimez pas. On a des bons coachs en France. On a N'oubliez pas que dans les sports de combat, on a un très haut niveau. Regardez en boxe taille, regardez dans tous les sports de combat, on a les champions. Donc, arrêtez de croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Soyez fiers de votre pays et des entraîneurs que vous avez qui vous suivent depuis tout petit. Et on va tout casser, hein. Et nous, on va vous prouver qu'avec Benoît, on n'a pas besoin d'aller s'exporter en Amérique pour être les meilleurs.